Du coup, on va peut-être démarrer. Donc, je vais introduire donc, la présentation de Hélène Agege. Donc, Hélène est professeure à l'Université de Limoges. Donc, Hélène enseigne à l'INSPE, voilà, qui change de nom assez souvent. Pour les plus anciens, c'était l'École normale d'instituteurs. Voilà, puis l'IUFM, puis l'ESPE et l'INSPE. Donc, où Hélène donc, nous a rejoint depuis 2 ans maintenant, si je me souviens bien, 3 ans. Voilà, et donc Hélène est également directrice donc, de l'unité de recherche FRED, à l'INSPE, et responsable donc, de la mention PIF du Master MEF. Et donc j'ai l'honneur donc, au nom de l'Université de Limoges de céder la parole à Hélène qui va nous parler de la méditation à l'école et à l'université, pourquoi et comment. Merci Claire Lefort, vice-présidente de l'université. C'est un honneur pour moi du coup d'être présentée par elle. Donc je vais effectivement vous parler de ça ce soir. Je propose un exposé en 4 parties. D'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la méditation. Vous verrez pourquoi je mets des guillemets à la. Qu'est-ce qu'on sait au niveau des recherches scientifiques des effets bénéfiques de la méditation, les effets notamment psychobiologiques, et puis que nous montrent les recherches sur les programmes de méditation en contexte scolaire et universitaire. Et la dernière partie sera plutôt une discussion concernant les limites et la portée de la méditation dans ces contextes. Alors d'abord, qu'est-ce que la méditation ? Il y a plein de conceptions sur la méditation, que c'est faire le vide, c'est de la relaxation. Par exemple, ça, ce sont des conceptions répandues mais erronées. Alors le terme lui-même, il vient du latin meditatio, qui signifie réflexion, préparation. Ça ne nous dit pas beaucoup de choses par rapport à ce dont il s'agit. Là, je vais reprendre ici plutôt la définition d'un neuroscientifique, Antoine Lutz, qui définit la méditation comme une famille de stratégies complexes de régulation des émotions et de l'attention qui sont développées pour diverses finalités. Alors, dans la littérature la plus récente, on distingue 4 types de méditation, 4 grandes familles, en fonction du type de compétences développées et en fonction du but poursuivi. Les pratiques de l'attention, donc par exemple, c'est quand on prend le souffle comme support. La méditation va consister à essayer de rester conscient des mouvements de la respiration. De quand on inspire, on est conscient qu'on inspire, et quand on expire, on est conscient qu'on expire. Ça, c'est typiquement le type de méditation qui est pratiqué dans les approches basées sur la pleine conscience, dont je parlerai après. Il y a les méditations qui sont à but de connexion. Connexion, par exemple, avec autrui ou avec la nature. Par exemple, si on s'entraîne à développer des pensées de gratitude envers les personnes qu'on a rencontrées, qu'on les ait aimées, ou au contraire, de réfléchir à qu'est-ce qu'elles nous ont apporté comme chose positive dans notre vie, eh bien, c'est une manière de cultiver la connexion avec autrui, et c'est une méditation parce qu'on pose notre attention sur un objet particulier, qui est en l'occurrence une pensée. La troisième famille, c'est la connaissance de soi. Et là, je donne comme exemple l'exposition émotionnelle qui est utilisée notamment en thérapie cognitive et comportementale, parce que la troisième vague de ces thérapies a inclus les pratiques de méditation dans ce qu'on appelle la troisième vague émotionnelle. Et donc, en fait, d'un point de vue psychologique, on s'aperçoit que certains comportements, comme les troubles obsessionnels compulsifs, par exemple, ou certaines phobies, sont ce qu'on appelle des évitements expérientiels. Je reviendrai dessus, c'est-à-dire que les comportements problématiques, ils visent à éviter certaines émotions. Et donc, la thérapie consiste à s'exposer à l'émotion à laquelle on cherche à éviter. Par exemple, la culpabilité, parfois dans les troubles obsessionnels compulsifs. Et donc là, il s'agit d'évoquer mentalement l'émotion et de rester connecté avec l'émotion. Et ce faisant, finalement, on devient plus familier avec cette émotion et elle va s'amenuiser, on va en avoir moins peur et donc
on va avoir moins tendance à pratiquer ces comportements d'évitement. Ça, c'est un exemple. Il y en a vraiment des très différentes aussi dans cette famille-là. Et puis la dernière famille, c'est celle qui vise à cultiver la perspective. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans une UE d'éthique au Master MEF, c'est le souhait de contribution éthique. C'est-à-dire qu'on se pose un instant pour souhaiter que ce qu'on s'apprête à faire, ce soit bénéfique pour soi, pour autrui et pour l'environnement non humain. C'est-à-dire pour tout ce qui existe, en gros. Et donc ça permet de cultiver certaines intentions, une orientation de l'esprit, qui est comme une forme d'autoprogrammation. Enfin, il y a des études là-dessus en psychologie sociale qui montrent comment ça marche, le fait d'endosser consciemment certains buts. Et comment ça va nous conditionner en termes comportementaux dans ce sens-là. Voilà, donc ça, c'est les grandes familles, mais en fait, à l'intérieur, il existe des pratiques vraiment très, très différentes. Donc, quand on parle de la méditation, ça recouvre une réalité vraiment plurielle et complexe. Ces pratiques-là sont originaires de traditions spirituelles. Le bouddhisme, le soufisme, et puis il y en a d'autres dans d'autres traditions. Les récitations de prières dans toutes les religions peuvent être considérées comme des formes de méditation ou de mantra, par exemple. Donc à la base, et je reviendrai là-dessus dans ma discussion, ce sont des outils de transformation de l'esprit, des outils de développement spirituel et pas de développement personnel. Et ça, c'est un point important aussi sur lequel je reviendrai, c'est que dans ces traditions, les méditations, elles ne sont pas utilisées toutes seules. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, pour développer ce qui est appelé l'éveil spirituel, il y a une combinaison de pratiques de méditation avec des études, des textes bouddhiques, de la philosophie, de la psychologie, etc. Et aussi de la réflexion sur soi-même pour mettre en lien la philosophie et les pratiques en lien avec son fonctionnement quotidien. Et donc, ça, c'est une petite illustration sur laquelle je reviendrai du rôle important de l'intention, du but poursuivi lorsqu'on pratique. Alors là, PC, c'est pleine conscience, puisque, par exemple, la pleine conscience, c'est utilisé par l'armée américaine. Ils entraînent les snipers à la pleine conscience pour qu'ils visent mieux leur cible, parce que ça permet de focaliser l'attention, d'être plus serein, plus détendu, et donc on va mieux viser une cible. C'est utilisé pour favoriser la productivité en entreprise, pour le bien-être dans les hôpitaux, dans les entreprises aussi, les rémissions de maladies, etc. Donc comme on le verra, ces pratiques de pleine conscience en particulier, elles nous apprennent à être plus présents à ce qu'on fait, sous-entendu, quoi qu'on fasse. Ça ne va pas nous rendre, par exemple, plus meilleurs ou plus compassionnés comme ça, juste parce qu'on est plus présent. Et en tout cas, en étant plus présent, c'est une notion sur laquelle je reviendrai aussi, on cultive une manière d'être au monde qui n'est pas la manière ordinaire, qui est appelée, d'une manière un peu vulgarisée, le pilote automatique. Le pilote automatique, vous savez, c'est quand on est en voiture, par exemple, et puis on arrive, on se dit, tiens, mais zut, je suis passée par où? Comment je suis arrivée ici? Je ne me rappelle même pas, j'étais dans mon monde, j'étais pris dans mes pensées, et mon corps, il a conduit. Et là, c'est encore pire quand il y a quelqu'un qui nous fait une queue de poisson, puis d'un seul coup, on revient à l'instant présent, on se dit, zut, j'étais pas là. J'étais pas là, heureusement mon corps a réagi tout seul, il a évité l'accident. Et donc ce pilote automatique, il y a des études, dont une publication dans Science en particulier, qui est le plus grand journal scientifique, qui montre qu'on y passe à peu près la moitié de notre temps de veille. La moitié de notre temps de veille, on est pris dans nos pensées, dans notre imaginaire, donc on n'est pas vraiment présent. C'est-à-dire que si on considère qu'on dort un tiers de notre vie, eh bien, un tiers de notre vie, on passe à côté parce qu'on est en train de rêvasser, de penser à beaucoup de choses, et donc il ne reste plus qu'un tiers de notre vie qu'on vit à peu près, on va dire. Donc ça, déjà, ça pourrait questionner. La pleine conscience, donc je vais expliquer un peu maintenant, parce que c'est une approche assez populaire. Ça a été traduit de l'anglais mindfulness et du pali smriti, et défini par Jon Kabat-Zinn comme la conscience qui émerge lorsque l'on porte attention intentionnellement et sans jugement sur l'expérience qui se déroule à chaque instant. Donc à chaque instant, on essaye d'être conscient des pensées, des émotions, des actions, des perceptions que l'on fait. Basiquement, c'est ça. Donc il y a des méthodes d'entraînement, comme j'expliquais tout à l'heure, où on va s'entraîner à être conscient juste de sa respiration.
Et puis petit à petit, on va développer une conscience plus large de notre expérience subjective. Et il a construit, Jon Kabat-Zinn, un programme de méditation basé sur la réduction du stress, pour favoriser la réduction du stress, donc basé sur la pleine conscience, qui est un programme, un protocole laïque. Alors lui, il a repris des pratiques qui venaient du bouddhisme. Theravada, c'est le bouddhisme qui est pratiqué en Asie du Sud-Est. Il a vraiment dépouillé de tout ce qui pouvait ressembler à une religion, à un culte ou quoi que ce soit. Et il a inclus dans un programme de 25 heures pour réguler le stress. Et initialement, c'était il était biologiste moléculaire et il travaillait dans une clinique. Et c'était pour les dépressifs récidivistes et les douloureux chroniques. L'intérêt majeur de ce programme, c'est qu'il a été standardisé. Il a été repris par d'autres personnes. Et donc, on a pu mener des recherches dessus. Puisqu'on considère que quand c'est une personne ou une autre qui le fait, il est fait quasiment de la même manière. Il y a le même nombre d'heures, il y a les mêmes séances. Donc ça, c'était un gros intérêt pour la recherche scientifique. C'est une approche qui a été énormément diffusée. C'est vraisemblablement l'approche de méditation tout court et laïque la plus diffusée dans le monde, dans divers domaines, comme je disais tout à l'heure. Et c'est aussi l'objet d'enseignement universitaire. Il y a 4 ou 5 diplômes universitaires en France, dont un que j'ai suivi à la faculté de médecine de Montpellier. J'enseigne ça aussi dans la mention 4 du Master MEF. Et quand on cherche sur les moteurs de recherche, là où on trouve ce terme dans les titres des articles, on trouve plus de 100 000 publications. Donc il y a beaucoup de recherches là-dessus et je vais essayer de vous présenter maintenant ce qu'on peut tirer comme substantifique moelle de ces recherches. En précisant d'abord qu'il y a en gros 3 types d'études scientifiques sur la méditation. Là, je ne vais pas vous présenter que des résultats sur la pleine conscience. Il y aura aussi d'autres types de méditation, que je ne vais pas toujours d'ailleurs préciser. Les études de corrélation entre une variable d'intérêt, par exemple le bien-être, et la pratique de méditation, par exemple le nombre d'heures de méditation, ou la pleine conscience état. C'est-à-dire qu'on a un questionnaire pour que la personne on essaye d'évaluer avec ça si elle est plus ou moins en pleine conscience et on va corréler avec si elle est plus ou moins heureuse. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure à propos du pilote automatique d'ailleurs, c'est qu'il y a une corrélation inverse avec le bonheur. C'est-à-dire quand les personnes rapportent qu'elles sont prises, accaparées par leurs pensées, à ce moment-là, elles sont moins heureuses que quand elles ne le sont pas. Donc il y a un effet direct, on va le voir en termes de bien-être. Les études expérimentales, c'est quand il y a un groupe qui médite et on va lui faire passer par exemple un questionnaire ou des tests avant d'avoir médité et puis après, typiquement avant un programme MBSR. Et puis un autre groupe, contrôle, qui fait une activité de témoin à la place et on va mesurer aussi avant-après, puis on va comparer les deux et en espérant qu'au départ, on trouvera les mêmes mesures, à peu près statistiquement, les mêmes résultats, et qu'à l'arrivée, en revanche, ça sera différent et c'est là qu'on va dire que la différence, elle est due à l'activité du milieu. Et sinon, il y a les simples comparaisons méditant par rapport à novices, ce qui est beaucoup utilisé en neurosciences, comme je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, c'est un exemple d'étude où ils ont pris des méditants experts, c'est-à-dire ils ont en moyenne 10 000 heures de pratique de méditation à leur actif. Donc si vous calculez, ça fait beaucoup de journées à passer toute la journée à méditer. Donc ils ont fait des retraites de longue durée et ils comparent à des gens qui n'ont pas médité. Et ces gens qui n'ont pas médité, ce qu'on voit ici, c'est que si vous les mettez dans un IRM sans leur donner aucune consigne, il y a plein de zones du cerveau qui s'allument. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement par défaut du cerveau. Donc par défaut, quand on ne fait rien de spécial, le cerveau, il fonctionne et ça a été associé, il y a eu aussi des arguments expérimentaux pour associer ça à ce que je vous disais tout à l'heure, au petit vélo qui tourne, d'accord, au fait d'être pris par ses pensées, ce qui est appelé le mind wandering en anglais, que j'ai du mal à traduire d'une manière satisfaisante en français. L'errance mentale, quoi, si vous voulez. Et là, quand on regarde chez des méditants, on ne va pas tout regarder en détail, mais là, vous avez les différences. Donc là, que ce soit quand il n'y a aucune consigne, ou là, sur la ligne du bas, quand il y a des consignes de méditation qui sont données, eh bien, on voit qu'il y a des zones du cerveau qui sont, en gros, moins
activés chez les experts. Donc ça va dans le sens du fait que le petit vélo, il est réduit, il est moins actif. Il y a une plus grande présence, parce que c'est le fait d'avoir la conscience accaparée dans ces trains de pensée qui fait que la conscience, elle n'est pas là par rapport à ce qu'on perçoit, par rapport à ce qu'on ressent sur le plan émotionnel. Et aussi, il y a une connectivité plus grande entre les zones cérébrales. Donc là, je ne vais pas détailler, parce qu'il y a beaucoup de données de neurosciences. C'était juste un exemple. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que méditer modifie le cerveau. Il y a 8 régions cérébrales trouvées systématiquement modifiées spécifiquement chez les méditants. L'épaisseur corticale, c'est la matière grise. C'est là où il y a les corps cellulaires des neurones. Eh bien, la matière grise, c'est quelque chose qui diminue avec l'âge. Eh bien, la diminution chez les méditants, elle est inférieure. Les signatures électroencéphalographiques, vous savez, quand on regarde l'activité électrique du cerveau, là, en mettant des petites électrodes, eh bien, c'est pareil, on voit des différences si on compare des méditants et des non-méditants. Et cette signature-là, chez les méditants, elle ressemble plus à la signature électronique lorsqu'on a des émotions agréables. Et aussi, les oscillations des différentes ondes du cerveau change, et on a mesuré, c'est chez certains méditants experts qui étaient dans un état de veille, quoi, voilà, qui étaient bien réveillés, des ondes cérébrales qu'on trouve normalement que dans le sommeil profond. Donc il y a le développement d'une manière d'être différente, et ça se perçoit à travers le fonctionnement du cerveau et ce qu'on peut en mesurer. On a regardé, c'était pas moi en l'occurrence, un certain nombre de chercheurs, là la revue, elle est indiquée là, a regardé ce qui se passait au niveau physiologique. Et on a trouvé que ce soit après des programmes courts de compassion impersonnelle ou MBSR, une augmentation, une amélioration de la réponse immunitaire qui s'est trouvée être plus rapide et plus robuste, du système nerveux parasympathique qui est en augmentation, la sensibilité des récepteurs de la pression sanguine aussi qui est accrue, et une meilleure synchronie entre les rythmes cardiaques et respiratoires notamment. Et en termes des diminutions, on a vu une diminution des rythmes respiratoires et cardiaques et de la pression sanguine. Et ce genre de modifications, on peut les voir aussi au niveau moléculaire. Par exemple, en ce qui concerne l'expression des gènes, eh bien, quand on regarde dans les cellules immunitaires circulantes, on trouve des profils d'expression qui suggèrent aussi une amélioration de la réponse immunitaire. Donc ça va dans le sens de ce qui a été observé avant à une autre échelle. Et aussi la réponse inflammatoire facultative, c'est-à-dire en l'absence d'infection par exemple, eh bien, elle diminue même après un jour de méditation. C'est-à-dire que si on résume, la méditation a un effet anti-inflammatoire. Sur les physiopathologies, c'est utiliser ces protocoles-là pour la rémission de maladies cardiovasculaires, neurologiques, auto-immunes et rénales. C'est recommandé par un grand oncologue, donc ça c'est pas une donnée scientifique, c'est la parole d'un grand oncologue qui recommande parmi d'autres habitudes de vie pour prévenir les cancers le fait de méditer. Et puis il y a eu des recherches aussi sur les douleurs chroniques, parce que c'est utilisé en traitement des douleurs chroniques et des douleurs aiguës, et concernant ces dernières, ça a été montré dans un article comme plus efficace que des analgésiques de type morphinique. Donc ça peut être intéressant aussi en termes d'effets secondaires, parce qu'on va voir, il peut y avoir des effets secondaires avec la méditation, mais ils ne sont pas du même ordre qu'avec des prises médicamenteuses. Il y a des améliorations cognitives aussi sur différents paramètres, comme la perception, l'attention, la créativité, la mémoire, notamment la mémoire de travail, même après seulement 4 jours de méditation. Les effets cognitifs, ils sont moins clairs pour les interventions de pleine conscience type MBSR, c'est-à-dire les interventions courtes, mais on en mesure quand même. Une connaissance plus objective de soi-même, donc ça va dans le sens de ce que j'ai développé tout à l'heure, et une meilleure flexibilité cognitive, qui est une compétence utile à la fois pour les apprentissages, pour le bien-être, pour s'adapter en fait aux situations et aux nouveaux. Et puis, il a été mesuré notamment une diminution des pensées réactives. Donc ça corrobore ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Vous savez, le petit vélo, il y a moins ce petit vélo qui tourne, quoi, on va dire.
Alors, quid des effets sur les émotions et des effets psychosociaux? Les effets sur les émotions sont les plus robustes statistiquement chez les novices, donc après des programmes de type MBSR. Quand on mesure différentes choses, eh bien, c'est au niveau des émotions qu'on voit l'effet le plus marqué, le plus fort. Et on a pu mesurer comme ça. Donc là, il y a notamment, je cite une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est quand un chercheur il prend plusieurs études qui ont été faites et il va les regrouper sous une même analyse. Il va regarder statistiquement qu'est-ce qui ressort de ces 10, 15, 20, 30 articles, ça dépend combien il en prend. Donc on a vu comme ça une amélioration des relations interpersonnelles, des émotions jugées agréables, de la compassion envers soi, l'empathie. Bon, typiquement, l'empathie, le résultat n'est pas toujours clair, c'est pas dans tout. Je sais pas, à chaque fois qu'on mesure l'empathie, qu'on trouve un effet positif du programme dessus, parce qu'évidemment, il y a toujours d'autres facteurs qui interviennent, comme l'enseignant lui-même, comme les sujets, ce genre de choses. Mais en moyenne, dans les méta-analyses, ça ressort comme un effet statistiquement significatif. Le bien-être, la régulation des émotions, le sentiment de connexion aux autres. Et des effets assez clairs sur diminution de l'anxiété, du stress et des symptômes dépressifs. Donc si on fait un rapide bilan des effets bénéfiques mesurés de la méditation, alors si j'étais publicitaire, je vous dirais méditer, c'est bon pour la santé. En tant que scientifique, je dirais plutôt que des effets très clairs ont été mesurés quand on compare des méditants experts qui ont des dizaines de milliers d'heures derrière eux à des novices, donc là sur le cerveau, la physiologie, les émotions, la cognition. Donc c'est pas toujours aussi clair quand ce sont des interventions courtes. Des interconnexions entre différents types d'effets sont aussi visibles, ça j'ai pas énormément développé. Mais il y a quand même parfois des effets qui sont mesurables, même après une intervention très courte, par exemple d'une journée. Et ces effets, ils vont majoritairement dans le sens de la santé physique et de la santé mentale. Ok, donc quid maintenant de ce qui a été montré en ce qui concerne l'utilisation de méditation forcément laïque, en contexte scolaire et universitaire. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus que je vais me baser. Alors, il y a malheureusement pour l'instant assez peu d'études en France. Il y en a une qui est parue assez récemment, qui a été menée par des chercheurs de l'INSERM à Bordeaux, auprès d'élèves de CE2 au CM2 qui ont profité d'un programme de pleine conscience qui a été composé de 8 séances de 1 heure basées sur la méthode d'Eileen Snell. Ceux qui s'y intéressent ont peut-être déjà entendu parler. Ça s'appelle Calme et attentif comme une grenouille. C'est une méthode qui est faite pour les enfants, qui est assez popularisée. Donc là, il y avait 139 sujets dans leur étude. 85 ont suivi ce programme. Et puis les autres, c'était le groupe contrôle pour comparer. Ils ont mesuré l'anxiété, le bien-être, le bonheur et la pleine conscience des enfants. Ils n'ont pas trouvé de différence statistique significative au seuil de 5% entre le groupe contrôle et le groupe d'intervention. En revanche, il ressort quand même quelque chose d'intéressant, c'est que s'ils regardent parmi le groupe qui a médité uniquement les 30% des enfants les plus vulnérables vis-à-vis de ces dimensions de santé mentale, c'est-à-dire les enfants les plus anxieux, qui avaient le moins de bonheur, qui avaient le moins de pleine conscience, etc., eh bien, chez ces 30-là, il y a un effet statistiquement positif si on compare avant-après. Donc eux, ils ont pu diminuer leur anxiété, augmenter le bien-être, etc. etc. Ok, là je vais vous présenter une étude à l'université que j'ai menée en collaboration avec d'autres personnes, notamment un docteur maintenant, Mohamed El Ourmi. Donc c'est un programme que j'ai créé à partir du programme MBSR et programme MBCT que j'ai nommé Mindfulness Based Ethics of Responsibility, donc éthique de la responsabilité basée sur la pleine conscience, qui est un programme de 25 heures. Et là, on a fait, dans mon ancienne université, une étude contrôlée non randomisée avec groupe contrôle actif. Ça veut dire qu'on n'a pas pu répartir au hasard dans les deux groupes les sujets, ce qui est l'idéal quand on peut faire ça. Mais on avait quand même un groupe contrôle qui faisait une activité à la place de la méditation. Et c'était auprès d'étudiants de licence 2 de la fac de sciences, avec 85 sujets dans l'étude. Et donc, dans ce qu'on a mesuré ici, c'était 5 types de compétences psychosociales et des compétences transversales.
le potentiel créatif et des mesures auto-rapportées, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des questionnaires où les personnes, elles répondent, par exemple, au niveau des émotions, ça va être j'arrive plutôt à réguler ma colère quand j'en ai, plus ou moins d'accord, voilà. C'est ce genre de questionnaire. On a mesuré l'empathie, la connexion avec la nature et d'autres variables que je ne détaille pas ici, mais si je fais un synopsis des principaux résultats, eh bien, on a pu mesurer un effet au moins à court terme sur le bien-être. Court terme parce qu'on a mesuré juste après la fin du programme. Hein, donc il y avait 2 mois entre le début et la fin. Les compétences psychosociales associées à la responsabilité, notamment le lâcher-prise, l'empathie, la connexion avec la nature, les compétences émotionnelles, les valeurs envers l'erreur et l'incertitude qui augmentent. Et ça s'avère assez important en termes de flexibilité cognitive et de bien-être. Et là, pour ces variables-là, on a des tailles d'effets faibles à moyennes. Et en revanche, sur le sens de la responsabilité et le potentiel créatif, on trouve des effets de grande taille, c'est-à-dire des effets qui sont plus importants, en tout cas d'après ce qu'on peut en mesurer par ces méthodes-là. Je vous montre une autre étude à l'université. Alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont regardé de près l'influence sur les résultats scolaires, mais ça, c'en est une qui mesure l'impact sur une tâche de lecture, de compréhension de texte, je crois, de mémoire, qui a été faite dans une université californienne auprès d'une 50aine d'étudiants. Et là, ils ont fait un essai contrôlé randomisé. C'était une petite intervention, 4 fois 45 minutes sur 2 semaines. Voilà, il y a une tâche de lecture, de compréhension de texte, et ils regardent l'importance du mental réactif et de la mémoire de travail. Et ils arrivent à trouver, donc c'est ce qu'on voit ici, un effet sur toutes ces variables-là, avec une meilleure mémoire de travail, lecture et compréhension de texte, qui pourrait être médiée par ce qu'on peut modéliser aussi, par une diminution du mental réactif, hein, le petit vélo dont je parlais tout à l'heure. Et ça paraît un peu logique, puisque quand on est en train d'essayer de faire une tâche cognitive comme le fait de comprendre un texte, si on est dans nos pensées, on n'est pas en train de lire et en train de s'imprégner du texte. Donc, c'est un peu logique que cette capacité de concentration, ces compétences attentionnelles, elles sont inversement corrélées avec la propension qu'on a à être absorbé par ce petit vélo-là. Donc, en moyenne, si on prend les méta-analyses qui existent, qui reprennent des études qui ont lieu majoritairement, voire exclusivement en dehors du territoire français, on trouve une diminution modérée à confirmer sur la dépression, l'anxiété, le stress à l'université, une augmentation du bien-être à l'école chez les jeunes adolescents. Et dans cette méta-analyse de Zogman et collaborateurs, ils trouvent qu'il n'y a pas eu dans les études qu'ils ont repris dans leur méta-analyse, il n'y a pas eu d'effet iatrogénique, comme on appelle, ça veut dire que des effets négatifs ou inattendus dans le sens délétère induits par la pratique, parce que ça, pour les évaluer, il est important d'aller les rechercher, de chercher à les détecter. Donc il y a des études qui ont essayé de les détecter et qui n'en ont pas trouvé. Et puis, il y a une amélioration des compétences sociales, du bien-être, de l'attention. Donc ça, c'était chez les jeunes de moins de 18 ans. Un effet modéré important et un effet de petite taille sur les résultats scolaires. Oui, je ne peux pas tout présenter ici parce qu'il y a vraiment beaucoup d'études, mais il y a eu des études aussi, par exemple, sur les troubles de l'attention, sur l'impact que ça a sur les troubles de l'attention, parce que c'est utilisé vraiment au niveau thérapeutique dans beaucoup de domaines. Parce qu'il y a une composante psychique importante et un lien entre le corps et l'esprit qui est assez important. On peut citer pour ça l'effet placebo, hein, qui est de 30%, c'est-à-dire sur 100 personnes, si vous donnez du sucre et vous dites ça va le soigner de son mal de tête, 30 personnes sur 100, ça les soigne de leur mal de tête. Donc ça montre bien qu'il y a des interactions quand même assez subtiles entre le corps et l'esprit. Donc maintenant, on va discuter un peu. Alors, les limites, on va commencer par les limites, et notamment les risques associés à la méditation. Donc, je mets toujours des guillemets, hein, parce que vous l'avez compris, ça recouvre plein de choses. Okay. Alors, on a trouvé des choses, effectivement, des effets à chaque fois transitoires et bénins, dont la spécificité dépend aussi d'autres facteurs. Il y a eu
c'est le seul article avec ça, des cas extrêmement rares rapportés de dépersonnalisation des réalisations. C'est-à-dire, je reviendrai dessus après, ça veut dire que la personne, après avoir médité, elle ne sait plus trop qui elle est, elle ne sait plus trop c'est quoi le réel. Mais c'est des effets transitoires qui sont bénins, qui n'ont pas de plus de conséquences que ça. Des manifestations d'anxiété, la remémoration d'expériences traumatiques. Et puis là, il y a une étude un peu plus récente qui s'est intéressée aux expériences désagréables. Ils ont demandé à des gens qui méditaient depuis au moins 2 mois, est-ce qu'ils ont eu des expériences désagréables qui leur semblent être dues à la pratique de la méditation. Et ils ont trouvé 1/4 des personnes qui ont dit oui. Et ils ont pu associer ça avec le fait de pratiquer que des méditations sur la connaissance de soi. Et ça, on va le voir tout à l'heure, c'est tout ce qu'il y a de plus normal d'avoir des expériences désagréables quand on pratique ce genre de méditation. Non pas parce que je vais vous en proposer à pratiquer, mais parce que je vais expliquer un peu de quoi il retourne. Ou avec les personnes qui avaient une rumination mentale assez forte, ou avec les personnes qui avaient déjà fait des retraites de méditation. Alors, ce genre de propos a conduit un chercheur à proposer que la méditation, il y aurait un effet dose à considérer. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une courbe en U inversée. Vous voyez, ça fait un U un peu à l'envers, où il dit finalement, on a un niveau de bien-être qui n'est pas toujours satisfaisant. Donc, si on veut l'améliorer, on pourrait effectivement méditer. Mais si on médite trop, hop, vous voyez, le bien-être, la courbe, elle redescend. Si on médite trop, alors on va perdre les bénéfices en termes de bien-être. Et, entre guillemets, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, ça mérite beaucoup d'être discuté. Parce que, par exemple, il prend comme exemple le sommeil. Et il dit, oui, quand on compare des méditants qui méditent beaucoup, ils disent qu'ils dorment moins, en moyenne, que les personnes qui ne méditent pas. Donc, si on veut dormir, il ne faut pas trop méditer. Mais ça me fait doucement rire parce qu'en fait, moi, je m'aperçois que quand j'ai des périodes, par exemple, quand je vais faire une retraite de méditation où je médite beaucoup, j'ai moins besoin de dormir. Donc la question à poser, c'est pas est-ce que vous voulez dormir plus ? Qui veut dormir beaucoup pour dormir ? Tout ce qu'on veut, c'est être reposé, c'est être en forme. Vous voyez ? Donc si on a besoin de moins dormir pour être plus en forme, je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc je ne perçois pas ça comme un effet négatif. Mais bon, bref, je referme la parenthèse. Là, je vais expliquer un peu des modèles que j'ai détaillés en reprenant des éléments dans la littérature, notamment dans la littérature psychologique, sur quel est le lien entre émotion et méditation. Comment ça marche ? Alors là, on va expliquer d'abord, finalement, le premier niveau, la partie ascendante de la courbe, et puis dans la diapo d'après, j'expliquerai la partie descendante. Donc, dans la partie ascendante, à un niveau psychique que je qualifierais de superficiel, vous comprendrez pourquoi, j'espère. Comment ça marche dans la vie ? On a des sensations, des choses qu'on perçoit. Par exemple, si je suis quelqu'un qui a le trac, je vais voir une assemblée de personnes, donc j'ai la perception, la sensation, et ça va faire s'élever une émotion, par exemple une angoisse. Et puis sur l'émotion va s'élever des pensées. Par exemple, oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver, qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, l'angoisse, elle va augmenter. Et puis, la sensation de, par exemple, palpitation cardiaque, rougeur ou autre va s'amplifier. Donc là, je décris typiquement ce qui se passe dans le stress qui est handicapant. Et puis, ça va s'amplifier, s'auto-amplifier, vous voyez ? C'est le cercle vicieux. Plus je vais refuser l'expérience présente et plus ça va augmenter les sensations corporelles, plus je voudrais repousser ces sensations corporelles, un peu comme je pousse un ballon sous l'eau. Plus je le pousse sous l'eau, plus il revient avec force. Et donc les pensées, elles s'emballent, et mon Dieu, je ne vais pas y arriver, c'est horrible, et je ne voudrais pas être là, etc. Et c'est la cata. OK. Donc ça, c'est de manière un peu exacerbée le fonctionnement quotidien, où on a une sensation, une émotion, puis une pensée qui naît, et puis on reste dans nos pensées. Vous voyez, c'est le pilote automatique de tout à l'heure, dont je vous disais, oui, et ça c'est l'article où on trouve cette notion-là qu'on y passe 50% du temps et que ce n'est pas associé au bonheur.
Dans la méditation, ce qu'on s'entraîne à faire, typiquement la méditation de pleine conscience basée sur la respiration, là, que je prenais comme exemple tout à l'heure, c'est que, pareil, il va y avoir exactement les mêmes phénomènes, une sensation qui provoque une émotion, qui provoque une pensée. Et là, on va essayer de ramener, dès qu'on s'en aperçoit, on s'aperçoit qu'on n'est plus en train d'être attentif à notre respiration. Et donc, on va ramener l'attention sur les sensations. Donc, à gauche, l'attention, elle est portée sur les pensées. On est attentif surtout aux pensées. Et donc, on ne se rend pas bien compte. Les émotions et les sensations, elles sont comme au second plan de notre conscience. Et là, on va essayer de systématiquement, ou dès qu'on le peut, ramener au premier plan de notre conscience les sensations, en l'occurrence les sensations corporelles. Et quand on s'entraîne, on n'arrive pas, vous pouvez essayer de rester 3 minutes uniquement conscient de votre respiration. Il y a peu de chances que ça marche. Le petit pilote automatique, il va venir et « Ah tiens, qu'est-ce que je vais faire à dîner ce soir ?» et machin, est-ce qu'il me reste des trucs dans le frigo et tout. Puis à un moment, vous allez vous apercevoir. Donc ça veut dire que vous êtes reparti à gauche, c'est la distraction. Puis vous allez vous apercevoir, ah zut, c'est vrai, je voulais rester concentré sur ma respiration. Allez, j'y retourne. Hop, vous y retournez, vous vous recentrez. Donc dans la méditation, en fait, c'est ça. On passe de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche. On entraîne l'attention. On n'arrive pas tout de suite à être hyper concentré sur le support de l'attention. Et ça, le fait d'être plus centré sur les sensations, ça va naturellement chanter ces boucles mentales superficielles. Et donc, c'est ça qui diminue le stress et les émotions désagréables que j'ai appelées facultatives qui sont associées à ça. Ok, ça va pour ça. Donc ça, c'est au niveau psychique superficiel, disons. Donc maintenant, si on descend au niveau plus profond, vous voyez que là, j'ai replacé le petit schéma précédent. Et là, j'ai repris une métaphore chère à la psychanalyse, de l'iceberg, avec une partie émergée qui est consciente et puis une partie immergée qui est inconsciente. Et sans avoir recours à la psychanalyse, l'inconscient, qu'on appelle l'inconscient cognitif, est aujourd'hui énormément étudié en psychologie sociale. Et il y a plein de... vraiment aussi des dizaines de milliers d'articles sur ces questions-là qui montrent que la majeure partie des processus cognitifs, émotionnels et tout ça, ils sont inconscients. Voilà, donc ils sont inconscients. Donc, là, comment on peut modéliser? Alors, c'est ce que j'appelle de manière humoristique dans ce modèle-là des boulettes. En fait, il y a des boulettes au fond de l'iceberg. Donc, des trucs dont on n'est pas trop conscient quand, justement, on est dans le petit vélo et tout ça. Et les boulettes, c'est des choses qui sont mémorisées par rapport à notre vécu, par rapport à nos émotions. Donc, ça ressemble souvent à des émotions associées à des situations. On n'en a pas vraiment conscience. Okay. Il y a toutes nos peurs de l'abandon, peur de la mort, les choses les plus profondes qu'on n'aime pas spécialement regarder au quotidien. Et on pourrait dire c'est comme si ces boulettes, elles dissipaient leur énergie, en fait, sous forme de pensée. C'est ça qui fait que quand y a certaines situations, vous les rencontrez et ça vous dérange, il y a un truc désagréable, parce que ça rappelle à votre psychisme quelque chose de déjà vécu. Ça y ressemble un peu. Et là, ça va générer des pensées. Tiens, mais oui, pourquoi telle personne a fait ça, a dit ça, ça va pas, etc. etc. Donc, ce schéma-là, il illustre le lien entre notre vécu, les sensations, les émotions et les pensées. Alors, ce que nous disent les thérapies comportementales et cognitives, c'est que les boulettes, elles peuvent, comme si je reprends un exemple un peu plus massif de tout à l'heure, à savoir les troubles obsessionnels compulsifs ou les phobies, eh bien, elles peuvent disparaître si on s'y expose, si on les vit en pleine conscience. Elles peuvent diminuer, elles peuvent disparaître. Et du coup, on est moins sous l'emprise, parce que ça génère aussi des schémas réactionnels, des répertoires qui sont appelés des répertoires pensée-action, qui font qu'on va avoir tendance à se comporter de manière stéréotypée dans certains types de situations qui en fait nous rappellent inconsciemment des situations du passé. Donc ça serait dans certaines traditions spirituelles, quand on parle de quelqu'un que selon les traditions, un juste, un saint, ce genre de choses, ça serait quelqu'un en gros qui n'a pas de boulette, qui ne va pas réagir en fonction d'un vécu, d'un passé, mais qui va agir uniquement en fonction de l'instant présent, en prenant en compte, pas seulement soi, qui va répondre vraiment aux situations
par rapport à ce qui est le plus juste dans l'instant et pas de manière conditionnée par rapport à un passé et à son conditionnement culturel et personnel. Donc, la méditation, elle, à la base, je vous le rappelle, c'est un outil de développement spirituel, donc c'est pour devenir conscient de nos pensées et des émotions qui y sont associées. C'est un outil de connaissance de soi et de notre vulnérabilité. Là, les boulettes qu'il y a au fond de l'iceberg, c'est ça qui constitue, sur le plan émotionnel, notre plus grande vulnérabilité. On a peur, basiquement, d'y être confronté parce que ça nous paraît parfois impossible, trop dur. Il y a des émotions. D'ailleurs, il y a des personnes qui font des comas pour des causes psychologiques. Des émotions qui leur paraissent trop dures à vivre. Et il y a un système de défense qui fait que la personne tombe dans le coma. Donc c'est un évitement expérientiel massif. Et donc les schémas réactionnels dont je parlais tout à l'heure, les répertoires pensée-action, ce sont des évitements expérientiels en fait. C'est pour nous, quelque part, on a l'impression que si on va vivre, on va exposer notre conscience à ces boulettes-là, on va y laisser des plumes, ou on va en mourir, ou on va se passer des choses terribles. Et donc notre psychisme, il préfère manifester des comportements conditionnants qui en fait nous limitent parce qu'on est en réaction par rapport à ces boulettes au lieu d'être en réponse par rapport à une situation, par rapport à quelque chose comme ça. Ok. Donc, effectivement, si on admet que la méditation, à la base, ça sert à vider toutes les boulettes du fond de l'iceberg, c'est normal que si on médite beaucoup, on s'expose à des émotions désagréables. Ça paraît logique, j'ai envie de dire. Donc, il y a des précautions nécessaires qui ont été largement à prendre quand on a une application de type bien-être, qui ont été documentées, qui sont balisées dans la littérature. Par exemple, si on a des douleurs intenses, qu'elles soient physiques ou mentales, des bouffées délirantes, ce genre de choses, eh bien, c'est important d'éviter, en tout cas, d'apprendre la méditation dans un groupe où on serait quasiment les seuls à avoir ce genre de difficultés. Comme je vous disais tout à l'heure, la méditation, c'est utilisé pour le traitement des douleurs aiguës ou chroniques, mais dans des groupes avec des praticiens spécialisés dans l'appréhension et le traitement de ces douleurs, et dans des groupes où tout le monde a le même problème et vient pour la même finalité. Il y a des applications bien-être ou thérapeutiques qui sont parfois contre-indiquées en cas de problème psychiatrique, d'addiction, de syndrome post-traumatique. Et là encore, la méditation, elle est utilisée de manière efficace dans des groupes dédiés à certains types de problèmes psychiatriques, aux addictions, etc. Vous voyez la nuance à apporter. Donc, comme tout processus actif, il y a des effets secondaires potentiels, et là, ils sont essentiellement de nature émotionnelle. Donc, si on essaye de modéliser le fonctionnement ordinaire, là, vous avez en haut les émotions, entre guillemets, agréables, c'est-à-dire celles qu'on aime bien vivre, la joie, le plaisir, etc. Et puis en bas, les émotions désagréables, celles qu'on aime moins vivre, comme la peur, la tristesse, le désarroi, ce genre de choses. Donc dans la vie, si vous regardez bien, vous voyez que les deux, elles alternent. D'accord ? Des fois on est triste, des fois on est content. Voilà, des fois on a un état un peu plus neutre. Bon, en gros, ça va, ça vient. Ok. Puis parfois on se sent un peu au fond du trou, et puis parfois on se sent un peu plus euphorique. Bon. Ça c'est quelque chose de vraiment important à mon avis à comprendre, c'est qu'il y a une conception, je pense assez largement partagée et erronée du bonheur, qui serait que le bonheur, ça serait qu'on pourrait avoir de plus en plus d'émotions agréables et pour avoir que des émotions agréables. Voilà. Ça, c'est pas possible. Donc laissez tomber. Ça peut pas marcher. Une conception plus réaliste, d'après les recherches en psychologie, c'est que y a un moment où on doit s'exposer à nos parts d'ombre. Là, on est vraiment du côté obscur de la force, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. On doit s'exposer aux boulettes, à nos peurs, etc., pour s'en libérer et être plus léger. Et là, du coup, on peut arriver à un état où il y aura peut-être des états moins négatifs et il y aura des états plus positifs. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour arriver à un état de bonheur, ce n'est pas tellement la nature des émotions qui va changer, c'est plutôt
la relation qu'on a avec nos émotions qui va changer. Et notamment, ce qui est décrit dans la littérature, c'est que se développe coïncidemment avec ce travail sur les émotions, ce qui est appelé de différentes manières dans la littérature, notamment un décentrement, mais aussi certains parlent de conscience témoin, c'est-à-dire la capacité à vivre ses émotions en tant qu'observateur. Et si vous vous rappelez bien, c'est bien la base de la pratique, par exemple, de la pleine conscience, entre autres. Apprendre à observer ses émotions, les phénomènes, sans y être complètement collé, identifié, d'accord, avec une certaine distance. Et en fait, c'est ça qui va permettre de développer de la joie. Et c'est décrit aussi quand on médite comme ça, eh bien, on peut arriver à éprouver certaines émotions, par exemple de la tristesse, en étant en même temps, en éprouvant simultanément de la joie. Donc, ça serait ça, en fait. Ça ressemblerait à ça, plutôt, le bonheur. C'est pas que d'un seul coup, on va être que heureux et dans des états hyper euphoriques, et c'est oui, et les petits nuages, et tout ça, d'accord ? Ça n'existe pas, mais plutôt qu'il va y avoir une distanciation. Donc c'est pour ça que c'est normal quand on médite qu'il puisse y avoir une dépersonnalisation ou une déréalisation, parce qu'il y a une distance qui s'installe. Mais le problème, il vient, et la personne, elle l'identifie en tant que problème quand elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Donc c'est un problème de signification, et d'ailleurs dans la publication de 1990 que je citais à ce propos, il explique que ces personnes-là, pour les aider à améliorer, on passe par des thérapies par le symbole. C'est-à-dire qu'on va redonner de la signification là où il y avait une perte de sens. Donc ces processus-là, ils sont normaux, mais si on les comprend, qu'on les connaît, on sait pourquoi ils arrivent, eh bien, ils ne sont pas vécus comme un problème, et au contraire, ce sont des outils extraordinaires pour développer une forme de sérénité, je dirais, au quotidien. Donc, si je fais un bilan, on va arriver bientôt à la fin de cette présentation, il y a des risques qui sont repérés, qui sont quand même relativement modérés. Il y a des risques, entre guillemets, si on médite beaucoup, et notamment si on médite beaucoup, pour n'avoir que des émotions agréables, bah là, c'est sûr, c'est un gros risque parce que ça ne va pas y couper. Vous allez voir des boulettes qui remontent, ça va faire drôle. Qu'on médite sans but précis, parce que là, il va se passer des choses, type des réalisations, boulettes qui remontent, et si on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on ne comprend pas que c'est normal, eh bien, ça peut déstabiliser davantage que ça ne pourrait. Donc ça revient avec ça, ce que je disais, de sans comprendre les processus psychiques qui sont en jeu. Et donc, en gros, le risque, c'est d'avoir une pratique soutenue sans se référer à quelqu'un qui a une pratique plus importante que soi et qui est déjà passé par là et qui peut expliquer ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a plein d'obstacles qui peuvent être rencontrés dans la méditation, parce que là, si vous voulez, il y a un fonctionnement ordinaire qui est établi avec un lien particulier entre les sensations, les pensées et les émotions. Et puis là, avec la méditation, vous venez chatouiller tout ça. Et quand on vient chatouiller tout ça, y a des trucs drôles qui se passent parfois. Et c'est utile et c'est rassurant de pouvoir s'en référer à quelqu'un qui va dire oui, là, ce qui se passe, c'est ça, c'est normal, ça donne du sens. Donc voilà, tu pourrais, par exemple, intensifier la méditation ou au contraire faire une pause, attendre que ça passe, etc. etc. Donc pour ça, c'est vraiment fondamental que l'instructeur y pratique suffisamment. Et puis les risques qui sont repérés si on médite dans certains cas, comme j'ai évoqué juste avant. Par exemple, si on est sujet aux bouffées délirantes aiguës et qu'on vient dans un groupe qui médite pour réduire son stress. Là, il y a un risque, parce qu'on vient chatouiller tout ça et il peut se passer des trucs qui sont vraiment délétères. Donc c'est pour ça que l'instructeur, il doit être aussi rigoureusement formé pour connaître ces risques, pour pouvoir les appréhender, les anticiper, les prévenir et agir d'une manière adéquate dans ces situations pour accompagner la vulnérabilité des personnes. Donc en conclusion, on arrive finalement au titre de cette conférence. La méditation à l'école et à l'université, pourquoi ? L'école, alors ce que j'appelle l'école, j'ai oublié de dire, pour moi c'est au sens large de l'enseignement primaire et secondaire que je l'entends ici.
ce sont des institutions spécialisées dans la transmission de savoir et de compétences techniques. Or, elles ont pour mission de favoriser l'emploi des jeunes, leur insertion professionnelle, et elles ont aussi une mission, notamment en ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire, d'éduquer à la santé, à la citoyenneté, etc. Là, on trouve ça dans les directives officielles de l'éducation nationale, par exemple avec l'enseignement moral et civique, dans lequel il y a un pilier sensibilité, où il est dit que les jeunes ils doivent apprendre à reconnaître leurs émotions, etc. Et que ça aide à exercer correctement en tant que citoyen. Malheureusement, je fais la parenthèse, les profs ils sont pas du tout formés pour ça. Donc là, on tombe dans le domaine de ce qu'on appelle les compétences psychosociales, que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Et donc, et oui, par rapport à l'employabilité, ce que j'ai oublié de dire, c'est que de nos jours, les employeurs ils regardent de plus en plus les compétences psychosociales, notamment pour les emplois de cadre, par exemple, où parfois ces compétences-là, elles sont encore plus déterminantes que les compétences techniques, parce qu'on s'aperçoit que pour que l'entreprise elle fonctionne bien, c'est important que les gens ils sachent être en relation, etc., enfin de relationner d'une manière correcte. Ce genre de choses. Donc, le développement des compétences psychosociales, il est important pour développer ces deux aspects-là. Et donc, pourquoi la méditation ? Pour développer ces deux aspects-là, parce que derrière, il y a une validation scientifique. Et alors, j'ai oublié de le préciser, pour l'éducation à la citoyenneté, à la responsabilité et tout ça, il y a aussi des résultats prometteurs pour les comportements prosociaux. Mais ça, je ne l'ai pas montré parce qu'il y a quand même moins d'études. C'est des recherches plus récentes. Une autre raison pour utiliser la méditation à l'école et à l'université, c'est le fait que ça améliore le bien-être et ça diminue le stress. Donc pour prévenir les risques psychosociaux et améliorer en majorité la santé physique et mentale. Et d'ailleurs, c'est recommandé comme technique par le Haut Conseil de la santé publique. Merci. D'un seul coup, je ne me souvenais plus c'était quoi ce P. Donc, notamment les pratiques de pleine conscience, puisque ce conseil se base sur les résultats scientifiques. Et aussi parce que ça améliore l'attention et la mémoire de travail. Donc, même si là, en termes de preuves scientifiques, on a moins d'éléments, c'est potentiellement bénéfique pour les autres apprentissages aussi, qui ont tous besoin de compétences attentionnelles, qui ont tous besoin de mémoire. Donc, pour toutes ces raisons, ça peut être très prometteur et intéressant d'apporter ces techniques et de les développer dans ces domaines-là. Ah, j'ai oublié des raisons, pardon. Je ne suis pas assez bonne publiciste. Il y a un coût limité, c'est un coût en ressources humaines essentiellement. On n'a pas besoin d'acheter des grosses machines qui coûtent cher. Donc par rapport à ça, on pourrait dire du point de vue développement durable, ça peut être intéressant. Et puis les risques sont assez limités quand même, comme je vous l'ai exposé tout à l'heure. Il y en a, on doit les connaître, mais si on prend les précautions adéquates, en théorie, ça devrait bien se passer. Donc la méditation, comment maintenant ? De mon point de vue, il serait important d'associer ces programmes à des contenus spécifiques en fonction de l'objectif des programmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut apprendre ? Si on veut introduire de la méditation dans telle école ou à tel endroit. C'est pourquoi ? C'est pour le bien-être, c'est pour la mémoire de travail, c'est pour développer les compétences attentionnelles, c'est pour le climat scolaire. Quels sont les objectifs ? Quelles sont les compétences psychosociales visées ? Et donc là, je prends l'exemple d'un programme qui existe, qui a été construit par Jean-Philippe Lachaud, qui est un chercheur INSERM à Lyon, qui est un spécialiste mondial de l'attention. Il a créé un programme scolaire qui s'appelle Attentif à l'école. Et dedans, il explique avec des modèles, des petits dessins animés pour les gamins, comment ça marche l'attention. Comment elle est partie dans les pensées au lieu d'être concentrée sur la leçon. Comment, voilà, il donne des petites billes pour comprendre, pour outiller intellectuellement. Et donc, si on associe ce genre de contenu notionnel à des pratiques de l'attention, par exemple celle sur la respiration et tout ça, eh bien, on a quelque chose de congruent en termes d'objectifs pédagogiques. Il sera important aussi de cadrer, notamment grâce aux recherches, ces programmes, le fait de dispenser ça. Alors évidemment en ce qui concerne les précautions bien sûr, mais aussi la recherche par exemple elle montre que les effets ils sont plus forts avec des programmes plus longs et où les jeunes méditent plus fréquemment, et qui sont aussi plus forts lorsque c'est un professeur qui enseigne, ça c'est un point important,
que lorsque c'est un intervenant extérieur. Et on peut le comprendre, parce que le prof, quand il enseigne, lui-même, il bénéficie des effets en termes de bien-être, etc., et en termes de qualité relationnelle avec les élèves. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'études comme ça, mais ça serait intéressant de voir si on compare des profs qui méditent et qui n'enseignent pas la méditation avec des profs qui ne méditent pas. Est-ce qu'on voit des différences en termes de bien-être, de résultats scolaires et tout ça chez les élèves ? Ça, je ne sais pas. C'est une question que je me pose qui mériterait d'être investiguée. Donc avec des professeurs, donc plutôt des professeurs que des intervenants extérieurs, qui sont volontaires, parce que ça ne peut pas marcher autrement à mon avis, qui sont entraînés, qui savent de quoi ils parlent et qui sont rigoureusement formés. Quelques perspectives, et ce sera ma dernière diapo. Donc il me semble que les chantiers à venir par rapport à ça, c'est le fait de développer, qu'il y ait un cadrage éducation nationale pour les pratiques en place. Là, je passe, pour les pratiques en classe, pardon, et là je parle bien sûr de l'introduction de ces pratiques dans les écoles qui sont faites souvent en l'absence de cadrage, et c'est là à mon avis que ça peut poser des problèmes et des dérives et que c'est dommage. Il y a encore des études scientifiques à mener concernant les programmes selon les âges par rapport aux besoins des jeunes. Pourquoi, pour développer quel type de compétences ils sont efficaces, et donc ça pourrait être validé scientifiquement et informer du coup la mise en place des programmes. Il y a aussi, je pense, à informer et initier le grand public, surtout si on introduit ça dans les écoles, pour que les parents ils savent de quoi ils retournent et et pourquoi et comment. Et donc le projet auquel j'aimerais contribuer à mon niveau, ça serait d'institutionnaliser ces pratiques d'une manière comme ça cadrée et rigoureuse, ce qui permettrait, à mon avis, de développer les compétences psychosociales en sécurité et d'apprendre aux élèves, aux jeunes, à avoir une hygiène mentale. C'est-à-dire que c'est normal pour tout le monde aujourd'hui de se laver les dents, c'est normal pour tout le monde d'apprendre un certain nombre de choses à l'école, mais à l'école, il n'y a quasiment aucun contenu sur comment nous, on fonctionne. Comment on fonctionne sur le plan des émotions, sur le plan des pensées, sur le plan de l'attention. On apprend plein de choses sur le monde extérieur, l'histoire, l'économie, les maths, tout ce que vous voulez. Mais un être humain, comment ça marche, il n'y a pas ça à l'école. Et ça peut nous rendre plus libres, avec plus d'esprit critique, plus responsables. Et si on s'entraîne à régulièrement se poser un peu pour ne pas être dans nos ruminations mentales, c'est une forme d'hygiène mentale qui est... et peut-être, j'en sais rien, c'est ma prédiction, peut-être que dans 100 ans ou 200 ans, ils nous regarderont comme des barbares qui méditaient même pas quotidiennement et qui restaient dans leur crasse mentale toute la journée, quoi. Prévenir les risques pour la santé mentale, ça je l'ai déjà dit, et ça permettrait de contribuer à la responsabilité des institutions, parce que les institutions, on le sait par ailleurs, elles sont génératrices, parfois malgré elles, souvent malgré elles, mais je veux dire parfois c'est des choses sur lesquelles elles n'ont pas réellement de prise, de mal-être, de stress, d'épuisement professionnel, etc. Et donc le fait de mettre en place des mesures qui peuvent venir contrebalancer ces effets délétères, c'est une manière d'assumer sa responsabilité. C'est ce qui est fait notamment à l'université de Limoges, où il y a depuis peu des pratiques de méditation qui sont proposées pour le personnel, par exemple. Voilà, donc des références. Hop, je ne vais pas toutes les lire, je vous rassure. Et là, donc, je vous présente juste cet ouvrage qui est paru, dans lequel j'expose les principes théoriques. Ça y est, il me dit, c'est l'heure, vite, il faut que je finisse la conférence. L'autre qui va paraître incessamment, qui détaille le contenu du programme de méditation à fin éthique là, que j'ai construit, dont je vous ai touché un petit mot tout à l'heure. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je serai très heureuse de répondre à vos questions ou d'échanger sur ce que ça vous inspire. Merci Hélène pour cette présentation détaillée. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça vous laisse quoi ? Oui. Vous avez parlé de tout un tas d'approches de la méditation pleine conscience ou d'autres techniques qui sont individuelles. Quelle est la place selon vous des
différentes pratiques de méditation groupale. Alors en restant totalement laïque, en sortant totalement de tout ce qui peut se passer dans des différents cultes, où on voit des techniques qui sont basées sur des représentations, des valeurs. Vous parliez de morale, d'éthique, enfin de positivisme. Là, on a vraiment travaillé que sur des techniques de pleine conscience de groupe. Mais qu'en est-il des techniques de méditation qui peuvent être faites dans des groupes? Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous appelez des techniques groupales. Ça veut dire qu'il y a un instructeur qui donne une consigne et puis les personnes, elles font individuellement la consigne, mais elles sont dans la même pièce, ou ça veut dire autre chose? Elles sont reliées, soit par des valeurs. Alors, on pourrait parler des religions, mais ce n'est pas du tout ce que je veux aborder. Je pense à d'autres pratiques. Moi, j'ai connu ça à travers les arts martiaux, parce que ça a été ma première approche sur les techniques de méditation, reposées sur le souffle, qui sont des phases de préparation de notre travail collectif. Est-ce que vous l'avez abordé? Est-ce que vous l'avez étudié? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, j'ai jamais entendu ce terme de groupal, mais si vous me parlez du tai chi, ce que j'en perçois, là où c'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a une dimension de méditation, de concentration, d'attention dans ces pratiques martiales. En fait, ce sont des pratiques martiales. Ce qui est intéressant, que je n'ai pas trop développé, c'est le lien avec le corps. C'est-à-dire ça, ce sont des pratiques qui se font en mouvement, même si c'est lié au Qigong et tout ça, et que dans le Qigong, il y a des pratiques aussi qui sont statiques. Mais je ne me rappelle pas avoir vu d'études sur s'il y a un effet différent du fait que ce soit en groupe ou que les gens y pratiquent séparément. En tout cas, ce que ça m'inspire, votre question, c'est le fait que quand on enseigne la méditation dans un groupe, il y a, donc moi, pour l'avoir fait dans un groupe où les gens ils sont dans la même pièce ou alors ils sont en distanciel derrière leur ordinateur, je perçois une grande différence parce que il est question de présence. Donc, enseigner la présence à distance, il y a une perte d'information, quoi. Et aussi, il se passe des choses, c'est-à-dire le fait d'être à plusieurs dans une même pièce, immobile, en silence, on n'a pas l'habitude. Et donc, il y a un espèce de sixième sens qui se développe, d'apprendre à être avec l'autre. Je vous donne un exemple, c'est que dans le programme, là, je fais une journée de sortie en silence, où toute la journée, il y a des pratiques avec des consignes, et à part les consignes, tout le monde est en silence toute la journée. Et on mange en silence, en essayant d'être attentif à ce qu'on mange. D'ailleurs, c'est utilisé pour la régulation des troubles alimentaires, la méditation. Toute la journée, et j'ai eu des retours, il y en a qui m'ont dit « Je ne me suis jamais sentie aussi proche des autres ». Parce qu'il y a une qualité de présence qui s'instaure, on n'a pas l'habitude d'être comme ça ensemble en silence, d'être à l'écoute en fait, d'être posé. On a plutôt l'habitude d'être dans un espèce de mouvement réactionnel où on va parler pas forcément de choses intéressantes ou profondes, où il va y avoir beaucoup de réactions, où il n'y a pas forcément une écoute profonde. Et donc ça, le fait de pratiquer dans un groupe, ça, cet effet-là de développer... de permettre des expériences qui ne sont pas ordinaires, en fait, parce que c'est extrêmement rare de se retrouver à 10, 15 ou 20 adultes comme ça, longtemps, en silence, dans la même pièce. Et c'est très intéressant. Et ce que j'observais, alors surtout quand je le faisais en fac de sciences, c'est que je leur disais un peu, pas au dernier moment, mais juste la séance juste avant, quoi, quelques jours avant, je leur disais ça va être en silence. Et la réaction générale, c'est comme si je leur annonçais que j'allais les attacher une journée dans un cachot, à les fouetter. Enfin, vraiment, c'était comme si ça allait être une torture. Et donc, il y a beaucoup d'appréhension à cette notion de dire tiens, je vais passer une journée sans mon portable, sans parler, sans qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et souvent, à la fin de la journée, ils n'ont pas envie de reparler, en fait. Parce qu'à la fin de la journée, ils ont développé une telle qualité de présence, une telle... ils n'ont pas envie de rompre cette espèce de sérénité qui s'est instaurée. Et souvent, je dois attendre un certain temps, parce qu'en fin de journée, on fait les feedbacks, je dois attendre un certain temps avant qu'il y en ait qui rompent ce silence et qui osent... Voilà, c'est ça que ça m'inspire par rapport à votre question. Merci. De rien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonsoir. Vous avez parlé de la méthode MBER, de la pleine conscience. Il y en avait d'autres. Je ne les ai pas toutes notées parce que vous alliez un peu vite. Ah, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est que je ne connaissais pas du tout, donc je partais d'un petit peu loin.
Et je me demandais, dans un cadre éducatif, moi je suis en fonction dans le milieu éducatif, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a une approche que vous conseilleriez plus en fait dans le cadre, voilà, dans le cadre scolaire? Alors, comme je vous disais, je trouve que c'est un peu délicat. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire ça arrive assez fréquemment qu'il y ait des profs qui viennent me voir qui me disent oui, je veux faire intervenir des gens qui je peux faire intervenir. Donc moi dans ce cas-là je conseille des associations que je connais, où je sais que c'est laïque, que c'est sérieux, que c'est efficace et que c'est voilà, des associations avec qui j'ai déjà travaillé, je connais les gens qu'il y a derrière et je sais que c'est... mais c'est pas des approches en particulier, je peux pas dire... Enfin, oui, je pourrais dire de manière générique la pleine conscience. Je pourrais vous dire une qui a évité, par exemple la méditation transcendantale, éviter, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des mouvances sectaires derrière, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en France, c'est plutôt développé aux États-Unis, il me semble. Mais voilà, la pleine conscience. Après, tant qu'il n'y a pas un cadrage, tant qu'il n'y a pas des balises, des repères... c'est difficile de répondre de manière générique à cette question. Alors, de ce que je sais aussi, il y a, comment ça s'appelle? J'ai répertorié dans le livre, là, l'AME, l'Association pour la méditation dans l'enseignement, qui est dirigée par Candice Marot. Ça, a priori, c'est sérieux. La formation, elle est sérieuse et tout ça, mais c'est pareil, je ne connais pas individuellement les gens qui sont allés se former là et qui peuvent... Voilà, donc tant qu'il n'y a pas ce travail d'institutionnalisation, c'est difficile de répondre de manière générique, quoi. Mais le mieux, si ça vous intéresse, ça serait de vous initier, par exemple, d'aller suivre un programme MBSR, il y a des instructeurs MBSR ici, de déjà pratiquer pour vous. Et après, même si vous n'avez pas une grande pratique, vous pouvez toujours faire 2 minutes de pause en début de cours. Pendant 2 minutes, on essaye de rester là et d'être attentif à sa respiration, par exemple. Ça permet déjà un retour au calme. Le fait de faire une transition avec l'agitation, de la récréation, du changement de cours et tout ça, s'il y en a eu un, et de poser, quoi. Parce qu'effectivement, il se passe quelque chose quand il y a le silence dans une pièce où il y a plusieurs personnes comme ça. Ça permet de recentrer. Mais c'est vrai que si vous voulez en dispenser vous-même, je vous conseillerais de vous former au maximum et de pratiquer au maximum. Ça répond à votre question ? Oui, c'est ça, il y a du boulot à faire, oui. Pour pouvoir avoir une réponse qui serait peut-être plus satisfaisante et plus claire. Là, on n'a pas encore les moyens vraiment en France de répondre de manière plus satisfaisante. C'est ça que je pourrais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a encore temps, on a un petit peu de temps encore, n'hésitez pas. Au début de la conférence, vous avez parlé de la connaissance de soi et notamment vous avez cité comme exemple l'exposition émotionnelle. Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus ? Oui. S'il vous plaît. De la connaissance de soi ou de l'exposition émotionnelle ? De l'exposition émotionnelle. D'accord. Donc l'exposition émotionnelle, c'est quelque chose qui est pratiqué notamment dans les thérapies comportementales et cognitives de la 3e vague dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, dans le programme MBCT, il s'appelle Mindfulness Based Cognitive Therapy, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Et il y a plusieurs phases dans cette exposition émotionnelle. Donc la première, c'est d'inviter les personnes à se remémorer une situation qui a été un peu difficile ou un peu désagréable, mais un peu seulement. On ne va pas prendre pour commencer, c'est comme si quand on skie, on ne commence pas par la piste noire, on va commencer par une piste verte ou bleue, d'accord ? Donc se rappeler une situation comme ça, si possible récente, qui nous a un peu chatouillé du côté désagréable des émotions, on va dire. Et puis
il y a une phase préliminaire dans laquelle on se détend, on va par exemple se concentrer sur sa respiration. Et puis après, on laisse revenir le souvenir de cette situation. Et on essaye, donc là c'est une évocation, hein, on essaye de percevoir à travers ce souvenir les pensées, les émotions et les sensations corporelles qu'on a. On essaye de les percevoir et on va les noter. Par exemple, on va essayer de mettre des mots, de nommer les émotions, de percevoir le contenu des pensées. En fait, on s'en fiche un peu si la mémoire de la situation elle est exacte par rapport à comment ça s'est passé. On s'en fiche complètement, même ce qui est important, c'est comment c'est évoqué dans l'instant, en fait. Donc, dans l'instant, qu'est-ce qui vient ? On va nommer les émotions et on va les noter. Mais par exemple, de 1 à 10. 10 étant insupportable comme émotion et 0 étant neutre. Bon. Et puis après, on va s'y exposer. C'est-à-dire qu'il y a toute une phase où l'instructeur il va demander de rester avec l'émotion. Voilà, il va rappeler la consigne qu'on reste avec l'émotion, on essaye de la percevoir, de l'embrasser avec sa conscience en quelque sorte. Et on reste connecté aussi aux sensations corporelles associées, avec la conscience que nous ne sommes pas l'émotion, nous ne sommes pas la sensation, nous sommes la conscience qui la perçoit ou qui les perçoit. Et donc, l'esprit, il a tendance à l'évitement expérientiel, comme je disais tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas l'instructeur qui rappelle de rester connecté, l'esprit, il divague. Il part dans la liste de courses ou dans je ne sais pas quoi, d'accord ? Et donc, on reste comme ça quelques minutes. Et puis après, on va renoter. OK, après cette exposition, donc là, on s'est exposé, puis on va remettre une note de 1 à 10. A posteriori, comme ça, comment, si on évoque à nouveau la situation, comment on l'aperçoit. Et il y a des boulettes qui peuvent remonter dans ce genre de pratique. J'ai eu un récit comme ça que je relate dans ce livre d'un étudiant à la fac de sciences qui a partagé que, alors c'est quelqu'un qui pratique, enfin en tout cas qui pratiquait, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, la natation. Et il a pris comme situation sa flemme d'aller à la piscine. Donc en général, apparemment, il a la flemme d'aller à la piscine. Et il s'est exposé donc à cette émotion, ces sensations et tout ça. Et ce qui est monté à sa conscience, il y a eu des associations qui se sont faites, c'est que ça l'a ramené dans son enfance, que quand il avait 5 ans, il avait failli se noyer, qu'il s'est retrouvé au fond de la piscine et qu'il a eu peur, qu'il a cru qu'il allait mourir. Il s'est rappelé qu'il était le plus petit du groupe et qu'il était du coup un peu ostracisé, qu'il était au niveau relationnel, c'était pas génial quand il allait à la piscine et tout ça. Donc il y a tout un tas de souvenirs beaucoup plus profonds. Donc typiquement ces boulettes qui sont remontées. Et c'est-à-dire son psychisme a fait le lien entre la flemme d'aller à la piscine. C'est comme s'il y avait une appréhension inconsciente de si je retourne à la piscine, je risque de me noyer, je risque d'être ostracisé et je risque de ça. Sauf qu'évidemment, dans son quotidien, il n'en avait pas du tout conscience. Et le fait de s'exposer, d'avoir conscience de tout ça, il a pu s'apercevoir que tout ça, c'était fini. Et le fait de se réexposer, il a témoigné qu'après, il allait à la piscine avec beaucoup plus d'enthousiasme et que sa flemme avait... si ce n'est disparu, elle s'était amenuisée, quoi. Donc c'est pas à chaque exposition émotionnelle qu'il y a ce genre d'association, mais ça peut arriver. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Nous avons encore un petit peu de temps. Je prends le micro, mais je suis novice dans tout ça, c'est vrai, et à vous entendre parler là sur les expositions émotionnelles et tout ça, je fais le lien, alors peut-être à tort, parce que je n'ai pas pratiqué du tout, mais de ce que j'ai cru lire, la sophrologie. Alors, quel lien il y a entre les méditations, la sophrologie, c'est quoi alors ? Alors, je connais beaucoup moins bien la sophrologie que la méditation. Moi non plus. Hein. Mais ce que j'en sais, c'est que la sophrologie, c'est pour se mettre dans un état qui est appelé l'état sophronique, qui est un état, alors en général c'est pratiqué allongé, il me semble, hein, la plupart du temps, donc qui est un état à la fois très détendu et en même temps quand même réveillé, quoi. Et c'est des pratiques qui sont assez guidées.
C'est-à-dire que l'instructeur, là, il va donner des consignes très régulièrement pour amener la personne à certaines visualisations, ce genre de choses. Si je dis des erreurs, n'hésitez pas à me rectifier parce que je ne connais pas bien ce domaine. J'avais essayé une fois pour voir ce que c'était, mais c'est ce que j'en ai retenu. Et en fait, là, du coup, en fait, on n'entraîne pas forcément son attention. Il y a un point commun, c'est que dans la méditation, on va rechercher un état à la fois réveillé, à la fois bien conscient et à la fois très détendu. Cependant, quand on s'entraîne à un certain niveau, on est tout seul avec soi-même, quoi. Il n'y a pas un instructeur qui, toutes les 2 minutes, nous dit « pense à ci, fais ça, vois ça », etc. On s'entraîne à regarder ça, et on regarde ça pendant 20 minutes. Et quand l'esprit y part ailleurs, c'est à nous-mêmes de s'apercevoir. Et c'est là qu'on va développer des compétences attentionnelles, notamment développer la compétence à s'apercevoir que l'attention n'est plus sur le support choisi, qu'elle est partie ailleurs. Et c'est à force de ramener l'attention comme ça sur le support qu'on développe cette compétence attentionnelle-là. Et on peut la développer parce qu'elle est développée de manière endogène, parce que c'est nous-mêmes qui nous apercevons que l'attention était partie. Alors que si c'est sans cesse quelqu'un qui nous dit « reviens sur le support, reviens sur le support, reviens sur le support », cette compétence-là, on ne va pas la développer. Donc après, quand on retourne dans notre quotidien, on va moins facilement s'apercevoir que tiens, on est en plein en pilote automatique et que notre corps, il est allé par là, et que si on nous demande par où tu es passé, on n'est même pas capable de le dire. Ça, c'est un point important, cet aspect endogène. En fait, personnellement, c'est comme ça que je le définis. C'est comme un entraînement à avoir une attention endogène, c'est-à-dire qui résulte d'une intention consciente. Avec plaisir. Merci. Nous avons une autre question. Pardon. Bonjour. Excusez-moi, j'avais une question. J'aurais voulu avoir votre avis sur des séquences, des fois, de méditation qui sont proposées avec un petit texte suivi d'un temps de méditation où on nous invite à répéter un mantra quand on s'éloigne, justement. Je ne sais pas si vous avez... Alors, on répète le mantra tout le temps ou quand on s'éloigne seulement? Quand on s'éloigne seulement. Alors, je connais pas... basse, c'est dans sa tête. Oui, je ne connais pas spécifiquement cet enchaînement texte puis mantra. Ce que j'entends, c'est que méditer sur un texte, pourquoi pas? J'ai peut-être pas été claire. C'est-à-dire qu'il y a un petit temps de texte au départ, de quelques Donc minutes. la personne, elle lit un texte. L'instructeur, il lit un texte. Voilà, il va donner quelques informations sur... voilà. Et à l'issue de ça, il y a une petite dizaine de minutes où on est invité à se concentrer sur sa respiration, à méditer. Et ce qui sert à éventuellement ramener l'attention quand on part, c'est de se dire, de se répéter le mantra. Bah alors les mantras, c'est en général des choses qui sont dans les traditions spirituelles. Donc c'est important de voir si vous faites ce genre de pratique, si c'est une tradition spirituelle, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que ça vous correspond, est-ce que ça vous convient, voilà, parce que c'est pas neutre, c'est comme si, je sais pas, si vous vous mettez à prier Allah ou Jésus-Christ alors que vous n'êtes pas... c'est un peu du même acabit en fait, même si on ne comprend pas parce que c'est du sanskrit ou je sais pas quoi. Donc ce que je pense, c'est que j'ai aucun problème avec ça, du moment qu'on sait ce qu'il y a derrière et qu'on puisse vérifier que ça nous correspond. Après, c'est un entraînement comme un autre de dire oui, moi je connais, ça me fait un peu penser à des consignes comme le fait de, si on se met à être distrait, par exemple, on va visualiser un grain de lumière noire. Je vous laisse méditer sur la notion de lumière noire, qui part du milieu de la tête et qui va descendre comme ça par le milieu du corps dans le sol. Et puis si au contraire on a tendance à s'endormir, on va visualiser un grain de lumière blanche qui va monter au ciel. Donc pour essayer de ramener l'attention d'une manière plus continue sur autre chose, et puis après on retourne au souffle. Moi c'est plutôt ce genre de choses-là que j'ai expérimenté ou enseigné que des mantras, puisque j'enseigne dans un contexte laïque. Donc pourquoi pas un mantra ou autre chose si ça nous correspond, c'est ça le point qui me paraît important. Parce que, encore une fois, les paroles, les pensées, c'est des conditionnements de l'esprit. Ça va nous
orienter notre esprit d'une certaine manière. Donc, et ces mots-là, les mantras, ils ont une signification, même si on ne la comprend pas, qu'on ne la connaît pas. Donc ça peut créer des tendances dans l'esprit. Et donc je trouve ça dérangeant si on ne connaît pas la signification ou si ce n'est pas d'une mouvance qui nous correspond, quoi. Ça répond à votre question ou... D'accord. Ah, vous avez partagé, c'est-à-dire vous leur avez montré la pratique et vous l'avez fait avec elle ou... Ah. Oui, moi je prendrais des précautions avec ce genre de choses, personnellement. Mais... Parce que c'est pas neutre, ça crée des tendances et il y a des significations. Les mots, ils ont des significations et même si on ne les comprend pas directement, bon... ouais. C'est ça que je dirais. Oui, bonsoir, j'avais une question, c'est à propos du cerveau. J'avais cru comprendre que le cerveau se déconnectait de manière naturelle assez régulièrement pour prendre le temps d'engranger les informations qui avaient été reçues et qu'en fait, c'est quelque chose qui nous arrive à tous tout le temps et qu'on ne peut pas tellement maîtriser. Or, ce que vous dites, vous, c'est qu'on maîtriserait... Enfin, qu'est-ce que vous appelez le cerveau se déconnecte? C'est ça qui m'interroge en fait. C'est le fonctionnement, alors je ne suis pas spécialiste, hein, mais c'est le fonctionnement du cerveau qui fait que il y a une déconnexion obligée de l'attention pour que, si j'ai bien compris la conf que j'avais, à laquelle que j'avais écoutée, pour que les neurones, les connexions fassent leur travail et que l'information soit triée, soit utilisée par le cerveau. Et ben, j'arrive pas à faire le lien avec ce que vous dites, qui est que la méditation, l'objectif serait justement de garder l'attention du cerveau permanente. Et pour moi, dans ce que j'avais cru comprendre, ça me pose problème puisque naturellement, le cerveau, il a besoin de faire des pauses dans l'attention pour travailler correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends. Alors, je suis un peu gênée pour vous répondre parce que je ne sais pas exactement de quel processus neurologique il retourne. Je ne suis pas neuroscientifique moi-même, donc c'est peut-être un processus que je ne connais pas, duquel je ne suis pas au courant. Moi, ce que ça m'évoque, ce que vous dites, c'est... Je sais que ça se fait pendant le sommeil, quand on dort. Le cerveau, il récapitule un certain nombre d'informations dans la journée. D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si vous savez que le sommeil est vital. Hein. Donc, si on prive quelqu'un de sommeil au bout de, je crois, 7 jours, il devient fou et 10 jours, et il meurt. Un truc comme ça. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est le rêve qui est vital ou si c'est le sommeil, puisqu'en général, on rêve quand on dort. Donc, ça, oui, ça, on le sait grâce à cause des nazis qui ont fait ce genre d'expérience humaine. Donc, c'est important, ces moments-là, ils sont importants. Mais je pense que la réponse à votre question, même si je ne suis pas sûre de savoir de quoi il retourne exactement, elle est quand même dans ce schéma-là. C'est-à-dire que je sais que, et ça m'est arrivé dans des périodes où je méditais de manière intensive, d'être consciente pendant mon sommeil. Et c'est décrit dans la littérature, hein, ça s'appelle le rêve lucide. Il y a des gens qui, sans méditer, sont rêveurs lucides, c'est-à-dire qu'ils dorment et ils savent qu'ils dorment. Ils rêvent et ils savent qu'ils sont en train de rêver. Alors que la plupart du temps, quand on rêve, on est pris dans le rêve comme si c'était la réalité, vous voyez ? Là, quand on est lucide dans le rêve, on sait que ce n'est pas la réalité, que c'est un rêve. Et néanmoins, on rêve. Donc, en fait, c'est cette histoire de conscience témoin, là. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est ça le paradoxe, c'est qu'on peut être conscient et dormir en même temps. Donc, ça contredit notre expérience ordinaire, hein, qui est pas... moi, ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie, ce genre d'expérience, mais quand ça m'est arrivé, j'ai passé la nuit, j'ai cru que je n'avais pas dormi au départ.
Et après, j'ai compris que c'était ça dont il s'agissait. Donc ce sont des expériences assez troublantes quand on n'a pas l'habitude. Néanmoins, c'est pas que ça va... comment dire ? Je pense que ces pauses attentionnelles dont vous parlez peuvent être vécues consciemment, en fait. C'est ça que je veux dire. Vous, j'ai l'impression que vous associez ces pauses attentionnelles avec le pilote automatique, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que si elles sont vraiment vitales pour intégrer de l'information, j'imagine qu'elles doivent exister chez les méditants aussi, mais qu'il reste peut-être que pendant ces pauses, j'en sais rien, quelqu'un qui ne médite pas, il va être particulièrement pas là, mais qu'un méditant, il va rester là. De la même manière que, comme je vous l'ai dit, il y a des méditants chez lesquels on peut mesurer des ondes qu'on trouve normalement que dans le sommeil profond, et ces personnes-là, elles sont éveillées, elles peuvent parler, etc. Donc, elles sont réveillées. Donc, c'est que ça nous amène dans des états de conscience qui ne sont pas ordinaires. D'ailleurs, c'est thématisé dans la littérature, dans ce qu'on appelle les altered consciousness state, les états de conscience modifiés. On peut vivre des états de conscience qui sont pas ordinaires. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Ça ne correspond pas à l'expérience subjective de la plupart des gens, quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir s'en référer à quelqu'un, parce que des fois, ce genre d'expérience, ça fait drôle. Et on se demande ce qui se passe. Merci. Est-ce qu'il y a le temps pour une toute petite dernière question éventuellement ? Donc, autrement dit, vous n'avez pas besoin de prendre de la drogue si vous cherchez des expériences un peu... par la méditation, ça peut arriver. Mais ce n'est pas des choses qu'on recherche, ça arrive ou ça n'arrive pas. Voilà. D'ailleurs, il est conseillé de ne pas rechercher quoi que ce soit de particulier, de ne pas pratiquer, de ne pas s'entraîner avec des attentes en particulier, en fait. Parce que ça peut générer des obstacles d'avoir des attentes. Alors, nous pourrions avoir une dernière question. Donc, en fait, en conclusion, si on veut, à un moment donné, se lancer dans la méditation, il faudrait s'adresser à qui, tout à l'heure ? Il y a des associations ou c'est des personnes qui sont... Quel statut ils ont, en fait ? On ne va pas dire qu'ils sont des... Comment faire ? En fait, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, mais sans tomber dans le charlatanisme ou les trucs comme ça, je ne sais pas. En fait, il y a quand même... Je sais qu'on a une paranoïa en France avec ça, mais il y a quand même assez peu de sectes en France qui pratiquent la méditation, qui mettent en avant la méditation. Il y en a une qui est identifiée, mais alors je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, et qui propose un bouddhisme japonais. Donc si vous voyez du bouddhisme japonais, méfiez-vous. C'est peut-être une secte. Après, donc c'est souvent plutôt des associations bouddhiques, alors que ça peut être du bouddhisme zen. Alors c'est pas du zen pour le coup, parce que le zen c'est japonais, mais la secte dont je parlais c'est pas du bouddhisme zen. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais bon, ça vous devez pouvoir trouver ça. Mais le bouddhisme c'est une pratique qui a une dimension religieuse et qui a une dimension philosophique. Donc vous pouvez vous entraîner là-dedans sans être bouddhiste. Voir un peu si ça vous intéresse la philosophie, mais vous pouvez apprendre la méditation aussi dans ce contexte-là, éventuellement selon l'association et si elle ouvre ou pas à des personnes qui viennent comme ça. Ça, c'est la majorité de l'offre que vous allez trouver. Après, si vous voulez un cadre vraiment parfaitement laïque, vous cherchez un programme MBSR. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je sais qu'à Limoges, il y a au moins voire 2 instructrices MBSR ou MBCT. Mais là, la différence, c'est que ça va être un programme d'initiation que vous allez payer quelques centaines d'euros. Vous allez venir au cours et puis il va y avoir 20 ou 25 heures, 6 ou 8 séances, et puis après, c'est fini. Alors peut-être certains, ils animent, j'en sais rien, là, j'ai pas trop étudié, ça fait que 3 ans que je suis à Limoges, ce qui se passe ici, mais à Montpellier, j'avais plus de références à donner. Peut-être certains, ils animent. Donc là, si vous allez MBSR, MBCT, vous êtes sûr c'est laïque, il n'y a pas de mouvance particulière associée. Et peut-être certains, ils proposent, c'est là où c'est le plus intéressant quand même, je pense,
c'est de pouvoir aller de manière hebdomadaire, échanger en groupe, pratiquer, parce que, comme je vous dis, je n'ai pas développé cet aspect-là tout à l'heure par rapport à votre question sur le groupe, mais c'est aussi là où il se passe des choses. Quand il y a toujours des sessions de questions-réponses, et c'est toujours très enrichissant d'écouter les expériences des autres et de voir que nous aussi, on a le même genre de difficultés. Et donc, c'est des moments d'apprentissage aussi importants, ces échanges avec l'instructeur, où on est en groupe et où chacun va faire ses retours et tout ça. Donc, et puis, c'est pas toujours facile de garder la motivation aussi pour s'entraîner de manière quotidienne, par exemple, ou autre. Donc, ce genre de choses-là est intéressant. Donc, si vous allez de ce côté-là, vous êtes tranquille. Après, voilà, en gros, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus ? Moi, je propose quelques interventions à l'université, mais c'est soit pour le personnel. Donc, je ne sais pas si vous travaillez à l'université ou... Vous travaillez à l'université ? Il y aura... Alors, je ne vais pas les donner cette année parce que j'étais trop en surservice, mais il y a Philippe Lestage qui va proposer... c'est du MBSR, MBCT, ce qu'il fait. Donc, il va proposer. Là, donc, vous allez à l'université, vous avez ça. Donc là, c'est en formation pour le personnel. Et puis... oui, voilà, en gros, c'est ça que je peux dire. Après, sinon, ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'applications pour smartphone qui sont laïques et qui proposent, quasiment toutes, elles proposent des petites entrées gratuites. Après, il y a des systèmes d'abonnement. Alors moi, je n'ai jamais trop utilisé, donc j'ai juste eu des retours d'autres personnes, mais apparemment, c'est pas mal aussi. Il y a par exemple le Petit Bambou, Seven Mind, Headspace, Calm. Headspace et Calm, c'est américain, mais ils ont développé en France aussi. Voilà, il y a aussi un certain nombre d'applications pour smartphone qui peut être utile pour garder une motivation au quotidien, puis un entraînement, puis aussi une source de richesse dans les instructions et tout ça. Mais alors, à voir si... il laisse bien du temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour s'entraîner à avoir l'attention endogène. Si dans ces applications-là, les méditations ne sont pas trop guidées. Parce que c'est important à ce moment-là, pour vraiment cultiver son attention, de s'entraîner aussi sans aucun guidage extérieur, juste de choisir une pratique, un temps, et on reste. Et parfois, ça arrive, je vous assure, on se dit, tiens, je vais passer 10 minutes, je vais me concentrer sur ma respiration. Et puis ça sonne, et 10 minutes, on n'était pas là, quoi. 10 minutes, l'esprit, il partait, Et ben en fait, c'est quand même hyper utile, parce qu'au moment où ça sonne, d'un seul coup, vous savez, c'est comme quand la voiture, elle nous fait une queue de poisson, que j'expliquais tout à l'heure. D'un seul coup, il y a une prise de conscience aiguë de l'état dans lequel on était juste avant, et de qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 minutes. Donc rien que de faire ça, ça favorise quand même la conscience de nos processus mentaux, une plus grande familiarité avec nos contenus mentaux, et donc ça sert pas à rien, quoi. Je sais que c'est un obstacle, ces jugements qu'il y a sur les pratiques quand on débute. Il y en a qui disent « Ah, j'ai pas du tout réussi, j'arrivais pas à me concentrer ». Mais en fait, c'est quand même utile. C'est quand même une réussite parce qu'on s'est posé, on a essayé, même si on a oublié tout le temps, qu'on n'a pas réussi à se rappeler une seule fois. On a posé cette intention de se rappeler notre respiration. Et puis, on s'est aperçu, même si c'est la cloche qui nous l'a dit, qu'on n'y était pas, quoi. Ok, avec plaisir. Il me reste donc à remercier notre conférencière pour cet exposé très détaillé, à vous remercier pour votre présence et puis votre écoute, et à vous inviter également à la prochaine conférence donc, qui cette fois-ci touchera au sport. Donc venez avec vos baskets. Il s'agira des activités physiques et santé, des innovations pour bien vieillir, et les intervenants seront Benoît Borel et Anaïque Perrochon. Et ce sera le 10 mars, même lieu, même heure. Merci à tous. Je vous remercie beaucoup.